magazine pluriel. Étienne Nabédé. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal magazine. En voici le sommaire. Fin hier à Niamey au Niger du sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la crise politique bissau-guinéenne. Les chefs d'État à cette rencontre ont réitéré leur engagement pour une normalisation politique rapide de la situation. Le rôle des élus locaux dans l'enracinement des valeurs citoyennes et civiques, c'est le thème d'une campagne nationale lancée hier à l'endroit des nouveaux conseils municipaux. Un total de 1527 conseils seront formés en matière de gestion locale et de valeurs citoyennes. L'ex-président brésilien est sorti de prison reconnu coupable de corruption et de blanchiment d'argent. Luiz Inácio Lula da Silva promet de continuer à lutter pour le peuple brésilien, même si ses ennuis avec la justice sont loin d'être terminés. Dans la seconde partie de ce journal, nous parlerons Miato, l'acte 1 du marché international de l'artisanat au Togo. Miato a pris fin le 3 novembre dernier à Lomé. Un rendez-vous commercial consacré aussi à des échanges et partages entre les exposants. Nous ferons le bilan du Miato avec M. Derman Moutala, directeur de l'artisanat. Également dans ce samedi pluriel, les échos du palais, les sports et la revue de presse. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour. La Guinée-Bissau n'en finit pas avec ses convulsions politiques et les chefs d'État de la CEDEAO s'en préoccupent. C'est la raison d'un sommet extraordinaire de la communauté ouest-africaine qui s'est achevé hier à Niamey au Niger. Il était question pour le chef de l'État Faure Gnassingbé et ses pairs ouest-africains d'aplanir les divergences et ouvrir la voie vers une élection présidentielle acceptée de tous. De Niamey, Lemgo Michel, envoyé spécial de Radio Togo. Cette session extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement était entièrement consacrée à la Guinée-Bissau. Ce pays frère et membre de la communauté ouest-africaine traverse une crise politique à quelques semaines de l'élection présidentielle. Cette élection, les chefs d'État de la CEDEAO la veulent paisible et sans violence. Les travaux de cette session se sont déroulés à huis clos. Les chefs d'État et de gouvernement ainsi que les délégations présentes se sont penchés sur la situation politique qui prévaut en Guinée-Bissau afin d'aplanir les divergences et ouvrir la voie vers une élection présidentielle consensuelle. À la cérémonie d'ouverture dans la matinée, le président du Niger, Mahamadou Issoufou, président en exercice de la CEDEAO, a d'abord rendu hommage aux nombreuses victimes du terrorisme dans les pays membres de la communauté. Le président en exercice de la CEDEAO a décrit à ses pairs la situation politique en Guinée-Bissau, situation qu'il a qualifiée d'écart grave au regard des valeurs définies dans le protocole additionnel de la CEDEAO. Outre les chefs d'État et de gouvernement, M. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, et Dr Mohamed Ibn Chambas, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Afrique de l'Ouest et au Sahel, étaient présents à l'ouverture des travaux. Il faut dire que c'est ce vendredi matin que le président Faure Gnassingbé est arrivé à Niamey. C'est à 9h45 heure locale, soit 8h45 GMT, que le chef de l'État togolais est arrivé à Niamey. Il a été accueilli à l'aéroport international Amani Diori par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, des Affaires coutumières et religieuses, M. Bazoum Mohamed. Honneur militaire, et le président togolais salue les personnalités sous les ovations d'une foule parmi laquelle la colonie togolaise vivant au Niger venue lui souhaiter la bienvenue. Une brève pause au salon d'honneur de l'aéroport, puis dans ses appartements, et le chef de l'État rejoint ses pairs de la CEDEAO au palais des congrès de Niamey
pour le début des travaux. Le chef de l'État était accompagné dans son déplacement du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Yak Damaham, et du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Togolais de l'extérieur, professeur Robert Doucet. Niamey, Lemgo Michel pour Radio Togo. Merci à toi, Lemgo Michel. Il faut préciser que le chef de l'État, Faure Issozomna Gnazingbe, s'est personnellement investi dans la résolution de la crise en Guinée-Bissau alors qu'il était président en exercice de la CEDEAO. Toujours en Guinée, le chef du gouvernement nommé récemment par le président Faustino Imbali a démissionné. Selon son porte-parole, il ne voudrait pas être responsable d'un conflit armé en Guinée-Bissau. Ce proche affirme également qu'il a été empêché de travailler. Léontine Togima. Nommé à ce poste seulement le 29 octobre dernier, Faustino Mbali a déposé sa lettre de démission au palais présidentiel affirmant avoir été empêché de travailler. Il accuse notamment le COMIB, la force armée de l'organisation ouest-africaine chargée de protéger les bâtiments officiels, notamment les ministères. Pour le Premier ministre démissionnaire, le COMIB est devenu une force d'occupation. D'ailleurs, depuis sa nomination, c'est bien l'équipe d'Aristide Gomez, son prédécesseur, qui continuait de travailler au palais du gouvernement. L'appel du Conseil de défense a facilité l'installation de Faustino Mbali et son cabinet n'a pas été suivi d'effet. Pour l'instant, le président n'a pas encore accepté cette démission. Également candidat indépendant pour la présidentielle, José Mario Vaz est en campagne dans le nord du pays. S'il accepte, selon le porte-parole de Faustino Mbali, le gouvernement cessera d'exister immédiatement. Mais il a promis ces derniers jours qu'il ne ferait pas machine arrière et plusieurs fois dénoncé une ingérence étrangère. C'est donc un revers pour le chef de l'État José Mario Vaz qui a affiché sa détermination ces derniers jours à installer cette nouvelle équipe en demandant aux forces de défense et de sécurité d'intervenir. Appel qui reste pour l'heure sans effet. Le chef d'état-major général des armées a donné pour consigne à ses troupes de rester en dehors des affaires politiques. Un total de 1527 conseils municipaux élus en juillet et août dernier dans 117 communes seront bientôt formés sur le rôle des élus locaux dans l'enracinement des valeurs civiques et citoyennes. Cette campagne de formation à l'échelle nationale va débuter lundi prochain pour prendre fin le 6 décembre prochain. C'est le ministre de la Communication, des Sports et de l'Éducation à la citoyenneté et au civisme, Foli Bazi Katari, qui a procédé hier au lancement de cette campagne et c'est à Palimé. Il est question au cours de cette formation d'outiller les nouveaux élus locaux en matière de gestion locale et de valeurs citoyennes. Tinaka Kossi, secrétaire général du ministère en charge de la communication. Après la communalisation intégrale de notre cher pays, le Togo, suivi des élections municipales du 30 juin 2019, il est indiqué d'accompagner tous les élus locaux afin de promouvoir un développement local durable. Le gouvernement a donc prévu une série de formations, dont celle qui est lancée aujourd'hui. Les thèmes qui seront développés sont essentiellement de deux ordres. D'abord, nous avons pensé qu'il faut clarifier les concepts sur les valeurs civiques et citoyennes afin que les conseillers puissent se les approprier. Deuxièmement, nous avons pensé qu'il faille mettre l'accent sur le rôle des élus locaux dans l'enracinement même des valeurs civiques et citoyennes. Pour le ministre en charge de la communication, l'initiative va permettre aux conseillers de bien réussir leur mission sur le terrain. Foli Bazi Katari, que nous écoutons. La formation au civisme et à la citoyenneté s'avère très nécessaire pour asseoir les bases d'une gestion saine, propice à une cohésion durable, indispensable au vivre ensemble, afin de baliser les voies d'une émergence harmonieuse dans l'intérêt de tous les citoyens. Je saisis l'opportunité qui m'est offerte pour convier tous les élus locaux à répondre tous à ce rendez-vous citoyen et à prendre activement part aux séances de formation en vue d'en tirer le meilleur parti pour la réussite de leur mission en tant qu'acteurs
facteur clé de la gouvernance locale. La formation débute le 11 novembre prochain dans les régions des Savanes centrales. Elle s'achève le 6 décembre prochain avec l'étape des régions maritimes, Plateau et Grand Lomé. Signature de convention hier à Lomé entre le ministère de l'Environnement, ONG impliquée dans la mise en œuvre de 11 sous-projets et préfets des préfectures concernées. Plus d'1 milliard de francs CFA. C'est le montant de cette enveloppe qui va servir, entre autres, dans la gestion durable des écosystèmes, la protection et la sauvegarde de la biodiversité. Professeur David Wono Oladokoun, ministre en charge de l'environnement. Les sous-projets communautaires qui retiennent notre attention s'inscrivent dans la droite ligne du cadre stratégique d'investissement pour la gestion de l'environnement et des ressources naturelles. Ceux-ci concourent à l'extrait 3 de l'effet 3.12 du Plan national de développement PND. Dans le cadre de ces sous-projets, il s'agira précisément d'assurer aux ménages et aux communautés défavorisées un meilleur accès aux infrastructures socio-économiques. Dans ce contexte, il faudra également fournir des opportunités de génération de revenus aux jeunes pauvres et vulnérables ciblés. Une centaine d'agents de la division de la sécurité routière de la police nationale sont en examen pour l'obtention du permis de conduire catégorie A. Les épreuves écrites ont débuté ce matin à Lomé. Ces agents de sécurité qui régulent la circulation sont soumis à l'exercice des règles de sécurité routière, notamment la connaissance et la maîtrise des panneaux de signalisation et les règles de priorité. Il s'agit pour la police d'avoir ce permis de conduire afin de mieux sensibiliser et servir d'exemple à partir du 1er décembre prochain. Ninevi Kokou, chef division sécurité routière. C'est nous les corps habillés qui allons procéder au contrôle des usagers de la route à 2 roues, à 3 roues, tous azimuts, pour ce qui concerne le permis de conduire catégorie A. Donc nous-mêmes, nous les corps habillés, nous avons le devoir de passer cet examen, avoir le permis de conduire la catégorie A avant de commencer par contrôler les autres. Nous sommes censés connaître bien le code de la route, nous sommes censés connaître les règles de la circulation routière, aussi connaître l'engin que nous pilotons, avoir une bonne position et respecter le code de la route. Cette phase écrite a été précédée de formations reçues au mois d'octobre. Nous retrouvons Ninevi Kokou. Nous avons déjà suivi une formation théorique et après une formation pratique. La formation théorique, on nous a appris le code de la route. Et après ça, nous avons passé à la formation pratique. On nous a appris comment monter sur une moto. Nous avons d'ailleurs piloté la moto. On a mis des obstacles et on nous a dit comment nous allons faire pour les éviter en conduisant. Donc c'est après ça que nous abordons ce matin le test, l'examen théorique pour l'obtention de permis catégorie A. L'obtention du permis catégorie A est importante. Après ces épreuves écrites et théoriques, place sera faite à l'examen pratique. Au Cameroun, l'opposition a annulé une marche prévue ce samedi à Douala. Il s'agit de la 3e annulation du genre depuis la libération le 5 octobre dernier de l'opposant Maurice Kamto, principal rival politique du président camerounais Paul Biya. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun dénonce une interdiction illégale et promet de reprogrammer ce meeting à une date ultérieure. L'ex-président brésilien est sorti hier de prison après plus d'1 an et demi d'incarcération. Luis Inácio Lula da Silva, 74 ans, tout en souriant aux côtés de sa compagne, a promis de continuer
à lutter pour le peuple brésilien, même si ses ennuis avec la justice sont loin d'être terminés. Bénédicte Kanda. Combatif, l'ancien chef d'État, favori de la dernière présidentielle avant son incarcération, a été libéré suite à un arrêt du tribunal suprême fédéral. Sur un score serré de 6 voix contre 5, les magistrats de la plus haute juridiction du pays ont ainsi mis fin à une jurisprudence selon laquelle une personne peut être emprisonnée avant l'épuisement de tous ses recours si sa condamnation a été confirmée en appel, comme c'est le cas pour l'ancien président socialiste. Au Brésil, une affaire a peut-être porté en appel à 3 reprises devant le tribunal local, la Cour supérieure de justice. La Cour supérieure de justice a déclaré que la purge anticipée d'une peine était une violation du principe constitutionnel en vertu duquel toute personne est considérée innocente jusqu'à preuve du contraire. Grâce à cette décision, l'ex-président Lula pourra rester en liberté en attendant que les recours concernant son cas soient jugés. L'ancien président du Brésil avait été reconnu coupable de corruption et de blanchiment d'argent en 2017 et la sentence avait ensuite été confirmée par la Cour d'appel. L'ancien président Lula a maintenu qu'il était innocent et a déclaré que les accusations portées contre lui étaient motivées par des considérations politiques. Au Chili, le président Sébastien Piñera reste sourd aux appels des manifestants. Après plus de 3 semaines de manifestations ininterrompues, la mobilisation ne faiblit pas. Plus de 100 000 personnes étaient hier dans les grandes villes du pays pour protester contre les inégalités et demander de profondes réformes sociales. Le rassemblement faisait suite à des annonces jeudi du président Piñera en matière de sécurité, des mesures visiblement mal accueillies par les manifestants. Le président américain Donald Trump a déclaré hier vendredi qu'il pourrait assister au défilé militaire du jour de la victoire en Russie en mai prochain. L'édition 2020 de cette célébration marquera le 75e anniversaire de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie en 1945. Les anciens présidents américains Bill Clinton et George Bush avaient assisté au défilé Place Rouge à Moscou, respectivement en 1995 et en 2005, tandis que Barack Obama avait refusé de s'y rendre en 2015 en raison du dossier de la Crimée. Nous abordons ainsi la deuxième partie de ce journal. La première édition du marché international de l'artisanat au Togo, Miato, s'est tenue du 25 octobre au 3 novembre dernier à Lomé. Une dizaine de jours consacrés à des échanges et partages entre les exposants issus de plusieurs autres pays d'Afrique et d'ailleurs. Ce fut également un rendez-vous commercial marqué non seulement par des expositions et ventes, mais surtout par des communications autour des thématiques liées au commerce et à la promotion des affaires, notamment comment faire prospérer son business. Nous faisons ce samedi le bilan du Miato Acte 1 avec M. Derman Moutala. Il est le directeur de l'artisanat. M. Derman Moutala est interrogé par Gabriel Aïn. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour aux auditeurs de Radio Lomé. Comment se sent aujourd'hui le directeur de l'artisanat après cette première édition du Miato? Merci beaucoup. Dimanche dernier, 3 novembre, les rideaux sont tombés sur la première édition du marché international de l'artisanat du Togo. C'est un sentiment de satisfaction, c'est un sentiment de joie. C'est pour ça que je dois rendre grâce à Dieu qui a permis que cette première édition se passe dans de très bonnes conditions. C'est vrai que nous nous sommes fixés des objectifs, mais c'était de grands défis. Mais à la fin, nous pouvons dire que oui, nous avons pu faire ce que nous avons programmé et même dire nous sommes allés au-delà de nos attentes. Avant peut-être de revenir sur comment s'est déroulé le Miato, d'abord, quels étaient les objectifs au départ avant qu'on arrive au bilan? Les objectifs au départ, c'était quoi? Au niveau des objectifs, on avait voulu donner une vitrine aux artisans
Togolais, aux artisans africains pour exprimer tout ce qu'ils savent faire, tout leur génie. Et spécifiquement, c'est de pouvoir mobiliser et remplir au moins 200 stands et également mobiliser 150 000 visiteurs et sensibiliser les jeunes Togolais sur les opportunités qu'offre le secteur de l'artisanat au Togo. Alors aujourd'hui, tous ces objectifs, dites-nous lesquels sont atteints et lesquels vous n'avez pas pu atteindre. Pour ce qui concerne la mobilisation des exposants, c'était notre tout premier défi qu'il fallait relever. Nous avions eu une prévision de 200 stands, mais je vous rassure que nous sommes allés au-delà des 200 et c'est parce que à un moment donné, techniquement sur le plan logistique, nous ne pouvions plus ajouter de stands. C'est pour ça que nous étions obligés de nous limiter en termes de nombre de stands à occuper. Sinon, disons qu'il y avait plus de demandes encore. Oui, vous savez, quand nous avions commencé, peut-être que les gens doutaient, est-ce que ça va réussir? Les gens ont l'habitude de participer à des foires qui ne marchent pas. Mais dès que nous avons commencé par aménager le site, je vous rassure que très rapidement, il y a eu un grand engouement autour de Miato. Tous ceux qui sont venus à la dernière minute, ça a été difficile pour nous de satisfaire ces besoins en termes de stand. On a pu satisfaire un grand nombre, mais d'autres sont restés en attente et n'ont pas pu avoir de stand pour participer au Miato. Alors, en termes de mobilisation de la jeunesse ou de sensibilisation, le second objectif, qu'est-ce qui a été fait? Là également, je puis dire que nous sommes très satisfaits parce que les gens avaient une mentalité sur l'artisanat, mais grâce à ce marché, les gens ont découvert, c'est ça l'artisanat, tout ce que les gens ont découvert, la qualité des produits, la qualité des personnes qui exposent. Les gens se sont dit, waouh, on pensait que l'artisanat c'était un domaine réservé à des gens qui n'ont pas fait l'école, mais aujourd'hui, vous voyez au niveau de Miato, on a eu des gens qui ont fait de hautes études. Vous avez pu découvrir sur le site des gens qui ont fait des études dans des universités au Canada, qui ont fait de grandes études au Togo, mais aujourd'hui qui ont compris qu'il y a beaucoup d'opportunités au niveau de l'artisanat et ont opté pour ce secteur. Et tout cela a permis aux jeunes qui ont visité vraiment de toucher du doigt la réalité de l'artisanat. Nous avions également mis en place une stratégie de faire visiter les élèves. Nous avons mis des bus à disposition de certaines écoles qui l'ont voulu et ces bus ont amené des élèves sur le site pour visiter. Quand moi j'ai suivi les élèves avec des bouquets qui notaient tout ce qu'on leur disait pour poser des questions, tout ça, en tout cas c'était très intéressant. Il y a des chefs d'établissement qui à la fin nous ont appelés pour nous remercier parce que les élèves étaient très contents de découvrir ce que c'est que l'artisanat et certains même ont souhaité que nous puissions de temps en temps inviter certains artisans à faire des ateliers d'initiation à certains métiers de l'artisanat dans les écoles. Donc c'est vous dire que notre objectif, disons qualitatif ici est atteint parce que ce que nous voulions, nous l'avons atteint, les gens ont compris et ça va se relayer, les gens vont changer de mentalité par rapport à l'artisanat. Alors je vous demanderai pas c'est quoi le secret, mais qu'est-ce qui a fait la force du comité d'organisation? Oui, ce n'est pas un secret. Disons, le comité d'organisation a travaillé avec le cœur. Tous les membres du comité vraiment se sont sacrifiés nuit et jour. Parfois, nous travaillions à des heures impossibles pour pouvoir avoir ce résultat aujourd'hui. Il faut également retenir que le comité d'organisation ne s'est pas fermé. C'était pas composé que des gens du ministère, c'était ouvert à d'autres ministères, c'est ouvert à des expertises externes, à des artisans qui ont eu à faire des expériences ailleurs. Donc c'était ouvert à tout le monde. Il y avait toute l'expertise dans le comité d'organisation. Et tout cela a été chapeauté par Madame le ministre du Développement à la base, de l'artisanat et de la jeunesse, Victoire Tomega Dobé, qui a su nous impulser, qui a su nous donner l'envie d'avoir ces résultats aujourd'hui parce que elle était là à tout moment avec nous. Elle veut savoir comment ça évolue. Elle ne fait
pas les choses à moitié. C'est une dame qui veut de très bons résultats. Plusieurs fois, elle nous a rappelé, ça je peux vous le dire ici, elle me le dit, je ne m'associe pas à quelque chose d'à peu près. Si on doit faire quelque chose, on le fait. Je ne veux pas d'à peu près. Et je vous rassure qu'elle nous a donné des orientations, elle nous a donné des conseils pour qu'on puisse arriver à ce résultat aujourd'hui. Je me rappelle, le dernier jour, j'ai même vu une de vos collaborateurs qui a fait porter son enfant par quelqu'un d'autre qui était acharné à aller à gauche, à droite. C'est dit, malgré la nuit tardive, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, tout le monde s'est mis, malgré les occupations des uns des autres à la maison. Et vous l'avez aussi souligné, je me rappelle très bien, Madame le ministre l'a dit, le jour de la clôture, lors de l'interview. Voilà, chapeau à tous ceux-là qui se sont sacrifiés pour que nous aboutissions là. Et chaque fois, j'étais derrière eux et ça a payé. Nous ne pouvons que dire merci à Dieu. Alors, nous tendons pratiquement vers la fin de cet entretien. Dites-nous, est-ce que là, pour vous, au-delà peut-être des chiffres que vous venez de donner, vous-même, est-ce que vous pensez que les artisans sont satisfaits? Dans notre planning, nous avons proposé une fiche d'évaluation. Oui. Et ces fiches d'évaluation, lorsque nous les avons dépouillées, ça nous a fait chaud au cœur. Parce que vous ne pouvez pas danser et vous apprécier vous-même. Nous n'avons pas vu sur une fiche quelqu'un qui nous a dit « je ne suis pas satisfait de Miato ». Nos attentes sont comblées pour une première édition. Voilà ce que les gens nous disent. Vous avez fait ce qui est allé au-delà de nos attentes pour cette première édition. Il y a eu des témoignages, beaucoup de témoignages. Et il y a eu des groupes WhatsApp que les exposants ont créés. Je suis dans ce groupe, je regarde, j'écoute les témoignages des uns et des autres. Il y a des exposants qui sont venus de l'étranger, qui se sont portés volontaires pour être des ambassadeurs et ambassadrices de Miato dans leur pays pour la prochaine édition. Le Togolais, nous le savons, est souvent exigeant, mais au sortir de Miato, tous les artisans, que ce soit les étrangers, que ce soit les artisans togolais, tout le monde a dit oui. C'est aller au-delà de nos attentes pour une première édition. Nous avons également eu à interroger des visiteurs qui ont pu nous dire nous ne savions pas que le Togo regorge d'assez de compétences, d'assez de génie en termes d'artisanat comme ça. Et nous sommes très satisfaits des produits que nous avons vus. Nous sommes très satisfaits de l'organisation. C'est vraiment encourageant d'écouter tous ces témoignages à l'endroit du comité d'organisation et du ministère chargé de l'artisanat. Il y a eu également des visiteurs professionnels qui sont venus des États-Unis, qui sont venus de la France, certains sont venus de la Grande-Bretagne, qui ne sont pas repartis déçus. Ils sont très satisfaits, certains ont passé des commandes, il y a eu des contacts, ils sont pris avec les artisans togolais pour faire des affaires après le Miato. Donc nous sommes heureux de le savoir également et je crois que c'est un défi pour la deuxième édition parce que le Miato ne va pas se limiter à une première édition. Quand vous faites une première, voilà, et les gens sont satisfaits, vous savez ce qui vous attend pour la deuxième édition. J'avoue, monsieur le directeur, que je voudrais pas être à votre place parce que quand ça marche pas, peut-être qu'il n'est pas aussi facile de remonter ou d'avancer, de faire mieux. Mais quand on dit c'est bon, c'est au-delà de nos attentes. Comment maintenir le cap ou faire davantage? C'est là même le problème. Et en tout cas, avant de terminer, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, le Miato, c'est un biennal, c'est chaque 2 ans. Madame le ministre l'a souligné le jour de la clôture. En 2021, ce serait la deuxième édition du Miato. Un aperçu? Oui, le Miato 2 se prépare dès maintenant. Miato 1 a clôturé le 3 novembre. Et dès l'instant, le Miato 2 a commencé par se préparer. Comme je l'ai dit, quand vous faites quelque chose et les gens vous disent « Waouh, c'est très bon », c'est un grand défi. Le comité d'organisation est conscient de ce défi qui l'attend pour la deuxième édition. Nous allons garder le cap pour que la deuxième édition soit encore mieux que la première édition. Monsieur le directeur, votre mot de fin? Je voudrais profiter de votre antenne pour remercier tous ceux qui nous ont fait confiance et nous ont accompagnés techniquement,
ou financièrement pour que nous ayons ce résultat aujourd'hui. Et c'est le lieu également de les inviter à maintenir ou à accroître cette collaboration entre l'artisanat et tous ces partenaires qui nous ont accompagnés pour que la deuxième édition soit mieux que la première. Tous ceux qui n'ont pas pu le faire également, c'est le lieu de s'associer à l'artisanat pour la deuxième édition. Tous les exposants qui étaient avec nous pendant les 10 jours, il n'y a pas eu que l'exposition des produits, il y a eu des ateliers de formation, il y a eu des panels, il y a eu des communications sur des thématiques bien précises liées à l'artisanat. Il y a eu des soirées culturelles que nous avions organisées pour les artistes qui étaient là. Donc c'est le lieu de remercier tout ce monde-là qui a permis que nous ayons ce résultat aujourd'hui. Les artistes étaient là, il y avait la sécurité. Dans l'évaluation, l'un des aspects soulevés par les artisans exposants, c'est que sur le plan sécuritaire, oui, vous avez assuré parce que le soir, nous rentrons à la maison, nous revenons le lendemain, nous retrouvons tous nos produits en place. Personne ne s'est plaint qu'on a volé un article ou quoi que ce soit. Donc, je voudrais également remercier nos forces de l'ordre et de sécurité qui vraiment ont assuré, ont fait le travail nécessaire pour que les artisans aujourd'hui soient satisfaits sur tous les plans de l'organisation. Également, inviter les artisans à commencer par préparer la deuxième édition. Je voudrais vous faire une confidence. Certains exposants, avant de repartir, ont déjà dit « je fais ma réservation pour la deuxième édition ». Donc, l'édition 2 sera meilleure que l'édition première. Monsieur le directeur, merci. Merci à nos chers auditeurs de Radio Lomé. Le vol des motos est devenu désormais très fréquent au Togo. Les malfrats font souvent usage de machettes pour arracher les engins à leurs propriétaires. Mais la police veille au grain et organise des patrouilles pour démanteler ces réseaux et leurs acteurs en vue de les présenter devant le juge. C'est le cas de 3 individus accusés de groupement de malfaiteurs, d'homicide volontaire et de vol qualifié. Hélène Assabi nous en parle dans Écho du Palais. Les faits remontent à octobre 2012. Le sieur Kodjo allait de Morétan à Niamassila à l'aube quand 3 individus cagoulés et armés de fusils de chasse et de machettes se jettent sur lui. Ils intiment l'ordre à Kodjo de leur remettre sa moto. Face au refus de ce dernier, il l'assomme à coups de machette. La victime tombe inerte sur le champ. Ils emportent son téléphone, son argent et sa moto. Des enquêtes menées par la gendarmerie d'Anié ont permis de mettre la main sur Sad, Zouberou et Sawadogo de nationalité béninoise et burkinabé. Une perquisition dans la maison de Zouberou fait découvrir le téléphone portable de Kodjo, preuve qu'ils ont un lien avec cet homicide. Interrogé en enquête préliminaire, Zouberou déclare avoir volé ce portable à Sad, qui déclare l'avoir reçu de Sawadogo. Devant la cour d'assises de Lomé, les 3 brigands sont reconnus coupables de groupement de malfaiteurs, homicide volontaire, vol qualifié, complicité de vol et condamnés à des peines différentes. L'un est acquitté, le second condamné à 10 ans et le dernier en fuite écope d'une condamnation par contumace assortie du mandat d'arrêt. Du sport à présent et du football, la 4e journée du championnat national de football de première division se dispute demain dimanche. 7 rencontres sont au programme. Yao Kamake. Le plus gros duel se joue à Kara entre le champion en titre ASK et le leader du moment Unisport de Kouloumdé de Sokodé. À Atakwame, Ifodie va tenter de se ressaisir face à Gourlet sous des lacs. Semasi à Sokodé aura comme grosse pilule à avaler
ASCO de Kara. À domicile, Ange FC de Ngontien demandera des explications à l'AS Togoport. Dans le Fiokpo, à Womé, Maranatha attend de pied ferme Koroki Metete de Tchamba. En déplacement à Lomé, Gomido essayera de rester dans sa logique de victoire devant un gros morceau difficile à croquer, dit-on, sur le stade de l'état-major. L'autre duel à Lomé oppose au stade municipal l'AS OTR à Sarasport de Bafilo. Spécial tournoi des 20 ans de Radio Carré Jeune FM, trophée Assis et Yana. La compétition est à l'étape des demi-finales demain dimanche sur le terrain du lycée de Zanguera. À 13h, Son of God FC joue Bostino FC et à 15h, Vallée du Zio sera face à Legbasito. Dernière rubrique de ce magazine pluriel, revue de presse. Deux principaux sujets ont retenu l'attention de la plupart des parutions cette semaine. Il s'agit de la révision du code électoral sur notamment le vote de la diaspora et de la signature d'accords de partenariat entre le Togo et le groupe Dangote. Léontine Atogima. Le gouvernement togolais met les bouchées doubles pour le développement du secteur minier togolais, conformément aux objectifs du PND, lit-on dans les colonnes de Togo Matin. Le journal fait ainsi référence aux deux accords signés entre le Togo et le groupe Dangote en présence du chef de l'État Faure Zimna Nyasingbe. Le grand quotidien national confirme le président de la République témoin de deux accords avec le groupe Dangote. Togo Presse ajoute que la signature de ces documents donne l'opportunité aux deux parties de s'associer pour la valorisation et la transformation du phosphate togolais en engrais phosphaté exportable dans la sous-région ouest-africaine afin d'améliorer la consommation. Togo River renchérit et relève que plus de 2 milliards 60 millions de dollars seront investis dans la transformation du phosphate et du clinker, ce qui nécessite la création d'au moins 500 emplois directs, poursuit-il. La bataille pour résorber le chômage continue, rajoute l'éveil de la nation. Deuxième sujet à la une des parutions, le vote de la diaspora. À ce sujet, Kangourou écrit un nouveau code électoral adopté par l'Assemblée nationale. Le vote de la diaspora désormais possible. Le libéral abonde dans le même sens, code électoral modifié, la diaspora peut voter. Selon Écho du pays, le vote des Togolais de l'extérieur n'est plus une fiction mais une réalité. À Chronique de la semaine d'ajouter que cette nouvelle loi adoptée par le Parlement répond à l'une des aspirations du leader du PNP, Tipi Achadam, qui a toujours revendiqué le vote de la diaspora. Les choses se précisent donc pour la présidentielle de 2020. La CENI prête pour la révision des listes électorales. La Cour constitutionnelle, elle autre, a déjà annoncé la marche du premier tour, rappelle Nouvelle Opinion. Les états-majors des partis politiques s'activent. Chronique de la semaine relève que le parti UNIR et le NET mettent déjà leurs troupes en ordre de bataille pendant que Monseigneur Podro serait toujours à la recherche d'un candidat unique pour l'opposition. Dans la même lignée, Écho du pays note que l'opposition se cherche toujours à quelques mois de ce grand enjeu. Selon cette parution, elle serait en quête de stratégie pour l'alternance au sommet de l'État à la faveur de la présidentielle de 2020. Les journaux ont également fait cas dans leur colonne de la semaine du secteur privé d'une mission de la Banque mondiale au Togo pour évaluer le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest et de la clôture de la première édition du marché international de l'artisanat au Togo sur une note de satisfaction. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Madame et messieurs, c'est ainsi que s'achève ce magazine pluriel. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg.